Depuis plus de 2 ans, André-Louis vit seul. Son travail de menuisier rythme sa vie. Sa compagne l'a quitté. Elle vivrait d'après lui sous l'emprise d'un mouvement que la justice soupçonne d'être une secte. Tant qu'ils ne seront pas condamnés, je ne serai pas tranquille, quoi. Parce que ça, c'est des chacals, quoi. Ils poussent les gens à sortir de la société, à pratiquement aller vivre dans une grotte, quoi. Et alors que c'est eux qui sont mauvais, quoi. Il y a 5 ans, sa compagne, ancienne secrétaire reconvertie dans la production de fromage de chèvre, est en quête de sens. Sur les conseils de son médecin homéopathe, elle se tourne vers un groupe de pensée, la Grande Mutation, dirigé par cet homme, Étienne Guillet. Sa théorie est, dit-il, basée sur des faits scientifiques. Chacun posséderait un double cosmique qui lui permettrait d'accéder à la vie éternelle. En quelques mois, André-Louis voit sa femme changer, mais n'imagine pas une seule seconde que leur couple va se briser. Avec moi, ça a été brutal, quoi. Du jour au lendemain, elle a emmené ses affaires. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? Elle m'a dit, c'est fini, comme ça. Elle a rompu les liens avec ses parents, avec sa sœur, avec moi, avec ses amis d'enfance. C'est terrible, quoi, ce qui y arrive, quoi. Donc, il fallait arrêter tout ça, quoi. Il faut qu'elle revienne un peu sur Terre, quoi. André-Louis décide alors en mai 2013 de porter plainte pour abus de faiblesse. Cette plainte-là, hein. Il veut protéger sa compagne de ceux qu'il estime dangereux. À la même époque, 14 plaintes arrivent de partout en France et sont centralisées à Paris. Toutes dénoncent le chef du mouvement, Étienne Guillet. Un homme au CV pourtant impressionnant, chercheur, normalien, agrégé de physiologie et de biochimie. Dans les années 70 et 80, il enseigne ici à la faculté d'Orsay, où il travaille sur l'ADN des plantes. Son inséparable collègue de l'époque, Francis Quétier, se souvient d'un homme brillant et très sérieux qui aurait lentement dérivé vers des recherches ésotériques. Je me suis arrêté à la page 7 avec des commentaires en disant bon bah ça c'est plus de la science. C'est-à-dire que toute bande de fréquences électromagnétiques donnera la fréquence 16 battements au pendule. C'est n'importe quoi. Étienne Guillet commence à rassembler autour de lui des étudiants fascinés, jusqu'à ce jour de 1985 où il serait allé trop loin. Je suis rentré un jour dans la bibliothèque de notre étage de recherche à Orsay et je l'ai trouvé allongé sur une table avec 5 ou 6 personnes tout autour. Quand je me suis approché, en fait, il allait bien, il m'a regardé, et les personnes-là, manifestement, étaient en train de faire des appositions de mains. Bon, je dis, vous sortez, parce que ici, c'est un mec de je ne vous ai pas autorisé à rentrer. Et puis, j'ai pris Étienne entre 4 yeux, et je lui ai dit, écoute, ça commence à être un petit peu dangereux pour le laboratoire. Il y a la science d'un côté, ton pendule, tes vibrations de l'autre côté. Étienne Guillet reste maître de conférence, mais il est renvoyé du laboratoire. Cela ne l'empêche pas d'être invité à la télévision en tant que scientifique passionné par l'occulte. Donc on parle d'astrologie. Aujourd'hui, tu es de quel signe? Cancer. Comme ici en 1985, aux côtés des stars de l'époque comme Dorothée et une chanteuse célèbre férue d'astrologie. Alors à l'extrême gauche, Françoise Hardy, que tout le monde bien sûr connaît. Et nous avons donc des gens très sérieux, des scientifiques. Étienne Guillet, qui je le rappelle est agrégé de mathématiques, docteur en sciences. J'étudie avec mon équipe le mécanisme du cancer et au cours des années, on arrivera à montrer de manière scientifique des influences subtiles de type vibratoire sur nos macromolécules. Alors là aussi, nous utilisons un pendule. Au fil des années, il gagne de nouveaux fans et profite de ses passages télé pour faire des démonstrations de pendules. Par exemple, si j'approche ma main de la tête de Ronald, vous voyez qu'à un certain moment, le pendule va se mettre à dévier, va battre un certain nombre de fois, ou va tourner. Un pendule qui soignerait les maladies et qui, selon Étienne Guillet, permettrait aux personnes souffrantes d'abandonner leur traitement. À partir des années 90, le mouvement va prendre de l'ampleur. Étienne Guillet s'entoure de sa fille et de son gendre, alors prof de sport dans un lycée.
Il dispense ses enseignements plusieurs fois par semaine, notamment dans ce 2 pièces du 14e arrondissement de Paris. Mathieu habite avec sa famille au 3e étage. Il a été témoin de ces regroupements. On s'était un peu plaint parce qu'il laissait les portes ouvertes, parce qu'il y avait 30 personnes dans l'escalier, parce que c'était assez surréaliste d'avoir la queue devant l'immeuble avec 30 personnes qui déboulent. Je ne sais même pas comment ils tiennent dans un tout petit appart comme ça. Sur ces images qu'il a tournées il y a quelques mois, un défilé de visiteurs, valises à la main, 80% de femmes. Officiellement, la contribution est facultative, mais les participants sont invités à laisser de 50 à 100 euros. La nounou nous racontait que dans la journée, il y avait des tambourins, des espèces de danses tribales. Il y avait des cadeaux sur le pas de la porte régulièrement, certainement pour leur remercier de la lumière qu'il leur avait fait voir, quoi. Grâce à ces réunions, Étienne Guillet et ses proches auraient touché jusqu'à 250 000 euros par an. Cet homme est-il un chercheur médiatique un peu illuminé ou un gourou dangereux, malveillant et intéressé? En tout cas, les plaignants dénoncent tous l'emprise insidieuse de cet homme et de son groupe. Marie et sa fille Lisa ont vécu 19 ans à leur contact. En 1989, Marie est au lycée, en rupture familiale, quand elle tombe amoureuse d'un père de famille, de 22 ans son aîné. L'homme suit l'enseignement d'Étienne Guillet. Il fait entrer Marie dans le mouvement, qu'elle considère aujourd'hui comme une secte. On m'a présenté ma famille comme étant extrêmement dangereuse pour moi. Donc j'ai quitté mes copains, mes copines. J'ai quitté ma famille, j'ai même quitté mon lycée, puisqu'on m'a installé dans un lycée où la directrice faisait partie donc, de la secte d'Étienne Guillet. Et rapidement, à l'espace de même pas 1 an, je me suis retrouvé assez seul, mais je me sentais protégé. Selon Marie, c'est seulement après avoir obtenu l'autorisation d'Étienne Guillet qu'elle a pu s'installer dans le sud-ouest de la France avec son compagnon. Ils ont 2 enfants, vivent des minima sociaux et passent leur journée à étudier les livres de leur chef. On devait éviter beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait on ne pouvait pas s'adresser au monde extérieur. Il fallait craindre avant tout la justice, qui était représentée vraiment comme, je dirais, l'incarnation du mal, quelque chose de diabolique. Hein. Il fallait vivre, je dirais, assez reclus du monde. Moi je trouve qu'on vivait plutôt dans une sorte de terreur. Au cœur de leur vie, la pratique du pendule, en moyenne 5 heures par jour, pour toutes les décisions du quotidien et surtout les problèmes de santé. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils prétendent soigner le cancer, la maladie mentale, les maladies mentales, la sclérose en plaques et le sida. Sa fille, Lisa, n'a jamais été vaccinée ni soignée. Aujourd'hui, à 22 ans, elle a des souvenirs précis de cette enfance vouée au culte du chef. Mon père avait fait un tableau où il avait dessiné Étienne en bas, en tout petit, donc déjà visuellement je voyais. C'est quelqu'un qu'il fallait que je parle dans ma tête tout le temps, genre il m'entendait, enfin... Et ouais, voilà, du coup, je l'avais jamais vu ce gars, mais il était quand même dans ma vie. En fait, on vivait dans un autre monde, on n'était pas... Je sentais qu'on n'était pas une famille normale, en fait. Hein. Mon père voyait les fantômes, il les faisait partir avec son pendule, c'est soi-disant des grands bonhommes tout en noir avec des grands chapeaux, un peu en mode sorcier du Ku Klux Klan, quoi. La délivrance de Marie et de ses enfants serait venue de son frère et de sa mère, qui reprennent contact avec elle au bout de 19 ans. Elle voit une psychologue, décide de divorcer et porte plainte en 2012 contre son ex-mari, mais aussi contre Étienne Guillet. Après 3 ans d'enquête, en mars dernier, Étienne Guillet est mis en examen, ainsi que son gendre et 3 de ses proches. Ils sont accusés d'abus de faiblesse, de corruption et de détournement de mineurs, placés sous contrôle judiciaire. Étienne Guillet, qui a refusé de prendre un avocat, vit reclus en banlieue parisienne, avec son gendre, qui, ce matin, nous ouvre la porte. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur... Bonjour, Harry Perraube, Michael Spitzberg, on est journaliste. Vous savez très bien qu'on aurait envie de gueuler de tous les côtés et de décider de ne rien dire. Mais quand on vous accuse d'abus de faiblesse, de manipulation mentale... Ça sera prouvé. Les gens étaient libres. Écoutez, ça se fait dans des hôtels où la porte est libre, chacun peut venir, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien.
Ils donnent ce qu'ils veulent, ils repartent. S'ils veulent pas revenir, ils reviennent pas. S'ils veulent revenir, ils reviennent. Où il y a une manipulation. Aujourd'hui, Étienne Guillet, âgé de 78 ans, serait handicapé. Nous l'avons joint par téléphone. Est-ce que vous êtes un gourou? Est-ce que vous êtes à la tête d'une secte? Non, on est venu nous chercher pour faire des conférences. On n'a jamais fait de prosélytisme. Moi, je nie, avec preuve à l'appui, toute influence sur le public qui venait nous écouter. On a rencontré des victimes présumées qui racontent que toute leur enfance, elles ont eu une photo de vous dans leur chambre, qu'elles devaient s'adresser à vous, vous parler. Mais c'est pour rien, ça. Ça vient de leurs parents. Ça s'appelle un crime contre l'esprit qui est fait à notre égard. J'estime être victime d'une erreur judiciaire très grave. Aujourd'hui, la justice estime pourtant Étienne Guillet dangereux. Il a interdiction de fréquenter les membres du groupe et de faire des séminaires. Les enquêteurs pensent que son mouvement, la Grande Mutation, aurait encore sous son influence 250 personnes, comme Marie-Françoise. Sont-elles victimes de suggestions psychologiques ou totalement maîtres de leurs pensées? Alors, ce sont des revues qui sont comme des cahiers de recherche et qui présentent les travaux d'Étienne Guillet et de ses équipes. Oui, j'ai une photo d'Étienne Guillet. À 57 ans, Marie-Françoise, ancienne professeure de relaxation, suit ce qu'elle appelle l'enseignement depuis 20 ans. C'est pas grave. Alors, attendez. C'est une photo qui date de je ne sais... 92. Voilà, une photo d'Étienne. Et donc vous l'avez avec vos proches, dans votre agenda? Oui, mais je ne suis pas fanatique pour autant. Mais alors c'est votre gourou? Pas du tout. Marie-Françoise et son mari, Michel Posson-Pès, architecte parisien, qui lui ne fréquente pas le mouvement, se disent choqués des récentes mises en examen. Le mouvement n'aurait d'après eux rien à voir avec une secte. Je peux aller, venir, qu'on ne me demande pas d'être là en présence physique, pas de faire quoi que ce soit pour cette approche. On ne me demande pas non plus d'argent. Est-ce qu'on a essayé de vous influencer dans votre vie quotidienne, ou votre vie amoureuse, ou votre vie sociale? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que votre femme vous donne l'impression d'être une personne sous emprise? Mais non, ni gourou, ni charlatan, ni emprise, ni rien du tout. Moi, je dirais que s'il y a eu des soucis, ce sont des personnes qui se sont mises en dépendance ou qui ont été déçues parce que c'était des personnes qui avaient peut-être besoin d'avoir un gourou et qui ne le trouvaient pas là. De nouvelles plaintes doivent encore être étudiées. La plupart concernent des familles dont les proches ont brutalement coupé les ponts. Difficile pour la police de prouver une éventuelle emprise mentale. Marie et sa fille Lisa, elles, espèrent qu'il y aura un jour un procès. On s'aperçoit qu'on a une vie brisée, qu'on a raté notre vie, en fait. Moi, j'ai quand même eu mes plus belles années de ma vie brisées. Mes enfants ont souffert. C'est encore plus horrible de naître dedans, parce que du coup, on est conditionné. Et ouais, moi, je sais que ça m'a déglingué dans ma tête. Hein. Ah, ça sera toujours présent, même si je m'en détache de plus en plus, je sais pas si je pourrais totalement l'oublier. Même s'il risque 7 ans de prison, Étienne Guillet dit qu'il ne craint pas la sanction. Il considère qu'il aurait ouvert les yeux de ses élèves, mais que le monde ne serait pas encore prêt pour recevoir son enseignement. Marie-France a conservé tous les courriers qui lui sont revenus. Une trentaine. Courrier refusé, retour à l'expéditeur. Ça aussi, retour à l'envoyeur. Ce destinataire qui refuse tout contact n'est autre que son fils unique, aujourd'hui âgé de 40 ans. Là, c'est l'année dernière pour son anniversaire. Bon anniversaire, mon grand, ta maman qui t'aime et qui t'attend. Je peux pas mettre autre chose. Mais j'ai évidemment pas de réponse. Pas une seule réponse depuis 10 ans. Il n'a pas non plus ouvert les colis, n'a pas regardé l'album de photos confectionné spécialement pour lui. J'avais mis tous les neveux, les petits-neveux, les réunions de famille, il aimait beaucoup tout ça. C'est lui dire que sa place est parmi nous, qu'on l'aime, qu'on l'attend. Marie-France, 70 ans, divorcée, ne sait pas si elle est devenue grand-mère, si son fils est marié, ou même s'il travaille. Ancien étudiant en commerce à Paris, catholique pratiquant, il a coupé les ponts à 30 ans.
après avoir été enrôlée, selon elle, dans une secte. Il avait une recherche spirituelle importante et il me disait qu'il faisait partie de groupes de prière. Plusieurs fois, il m'a dit, on m'a proposé d'aller à Dijon où il se passe des choses merveilleuses. Et puis un jour, lors d'une réunion familiale, il nous a annoncé qu'il changeait d'air, qu'il quittait tout. Désemparée, Marie-France voit alors son fils rejoindre un groupe de prière dirigé par une femme qui verrait la Vierge. Eliane Deschamps, maman divorcée de 5 enfants, ancienne éclusière. Une femme simple qui s'est tournée sur le tard vers la religion. Et quand on sert le Seigneur, vous allez voir la force qu'on a, le bien-être. On est transformé. La voici dans une vidéo amateur à la fin des années 90. Elle a alors 45 ans. Elle écume les paroisses de France pour prêcher la bonne parole. À la tête d'une association appelée Amour et Miséricorde, elle anime aussi une fois par mois une grande messe, pour le moins étonnante. Voici l'une de ces cérémonies, filmée en 2001 par un disciple d'Eliane Deschamps. Autour d'elle, une trentaine de personnes, dans des bois. Le rendez-vous a lieu dans la nuit du 15 au 16, à minuit 6. C'est à ce moment très précis que chaque mois, Eliane Deschamps dit voir la Vierge. Elle affirme également l'entendre et retranscrire ses paroles. Mes tendres petits, vos fardeaux sont lourds, mais votre papa du ciel vous regarde et vous aide. Maintenant, mes enfants, j'attends vos prières. Comme habitée, Eliane Deschamps verse même une larme. S'ensuivent 24 heures ininterrompues de prière, sans dormir ni manger, quelle que soit la météo. Jusqu'à 200 personnes fréquentent le groupe. En 2003, à la suite de divers signalements, Amour et Miséricorde est classé sur la liste noire des groupes à dérive sectaire. Eliane Deschamps est suspectée d'être un gourou. 4 ans plus tard, une association, l'Union de défense des victimes des sectes, publie quant à elle une enquête aux conclusions sans équivoque. La voyante fait l'objet d'une dévotion et d'un culte rendu à sa personne. La voyante tient ainsi ses adeptes les plus proches dans une totale soumission. Malgré ce rapport, Eliane Deschamps n'est pas inquiétée. Et ce sont finalement ces 2 femmes qui vont porter l'affaire devant les tribunaux. Marivonne et sa sœur Alette Saint-Hillier comptent 11 membres de leur famille dans le groupe. On trouve donc 2 sœurs à moi, ici, 2 sœurs à moi, 2 nièces, un neveu. Voilà, ça c'est les personnes que l'on voit. On ne voit pas les enfants là-dessus. Hein. Je n'ai pas mis les enfants, je n'ai mis que les adultes. 5 adultes et 6 enfants. Plus aucun n'a donné de ses nouvelles depuis 10 ans. Alette s'inquiète en particulier pour sa plus jeune sœur, 45 ans à l'époque, dont elle était pourtant très proche. Je la voyais se couper de tout le monde, je la voyais devenir odieuse avec tout le monde, trop sûre d'elle-même, aduler Eliane. Il n'y en avait plus que pour Eliane, elle ne parlait que par Eliane, il y avait Eliane en permanence. Et puis nous, petit à petit, on se trouvait à reculer dans sa vie, si vous voulez. Ça peut pas être un conflit familial, tout simplement? Il n'y avait jamais eu de conflit entre elle et moi, jamais de la vie, jamais. C'est venu seulement quand elle est rentrée dans le groupe. En quelques mois, en 2004, sa sœur quitte son travail de clerc de notaire et part vivre avec Eliane Deschamps et ses adeptes. Une chaîne de télévision régionale a filmé leur lieu de vie de l'époque. Des caravanes sur un terrain sans eau ni électricité, sur le site des prétendues apparitions de la Vierge. Elle va jusqu'à épouser un membre du groupe. Eliane Deschamps elle-même célèbre le mariage. Pour Alette et Marivonne, c'est évident, leur sœur est victime de sa propre crédulité. On peut être catholique, se contenter des évangiles.
et de la messe du dimanche, sans aller chercher plus loin. Mais elle voulait un peu de merveilleux. Et apparemment, Eliane leur apportait le merveilleux qu'elle souhaitait. Alette et Marivonne portent plainte pour abus de faiblesse. En 2007, la justice conclut à un non-lieu. Mais les deux femmes font appel. Et dans la foulée, 9 nouvelles plaintes de famille sont déposées. Finalement, en septembre 2014, après 5 ans de procédure, Eliane Deschamps est mise en examen. Entre-temps, l'Église a également pris position. L'archevêque de Dijon n'a jamais reconnu ni accordé le moindre crédit aux apparitions dont Madame Deschamps se dit investie. Eliane Deschamps a été laissée libre dans l'attente de son procès. Elle a déménagé dans le Jura avec une vingtaine de ses ouailles qui lui sont restés fidèles malgré les accusations. Nous avons voulu les rencontrer le 15 septembre à minuit 6, à l'heure des apparitions supposées de la Vierge. Coïncidence ou non, une statue de l'Immaculée Conception trône sur la place centrale du village où elle a élu domicile. À 23 h, nous tombons sur un groupe de 7 personnes. Ce sont eux. Au centre, Eliane Deschamps, en fauteuil roulant. À 60 ans, elle a des difficultés pour marcher. Derrière elle, nous reconnaissons le fils de Marie-France et l'une des sœurs de Marivonne et d'Alette. Nous tentons de les interroger. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos détracteurs, les gens qui ont porté plainte contre vous? Mais à nos questions, ils choisissent de répondre en chanson. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins. La mauvaise réputation de Brassens. Ils ne feront que se promener dans la nuit noire. Ce soir-là, il n'y aura ni cérémonie, ni apparition de la Vierge. Salut. Allez. Nous retournons les voir le surlendemain. Ils habitent ce pavillon au fond d'une impasse. Ils vivent ici des minima sociaux. Certains ont des petits boulots ponctuels. Ils se cachent à notre arrivée. Y a-t-il quelqu'un qui accepterait de nous recevoir? Une nouvelle fois, pas de réponse. Seule une injonction de partir. Répondez-nous alors, est-ce que vous êtes une secte, oui ou non? Vous avez entendu ce que je vous ai dit, les gendarmes arrivent. Les gendarmes présents, ils consentent à quelques mots. Quand on parle au bon Dieu, on passe pour quelqu'un de pieux. Et quand il vous répond, on passe pour quelqu'un de fou. Vous êtes libre ici? Je suis libre. Libre et heureux. Par contre, ceux qui veulent bouffer ma liberté, je ne le laisserai pas faire, monsieur. D'après les enquêteurs, tous sont effectivement libres d'aller et venir. Eliane Deschamps ne retient physiquement personne. Les anciens adeptes parlent en revanche d'une prison mentale. Pierre et Brigitte se sont retrouvés il y a 2 ans. Brigitte a passé 10 années dans le groupe, en rupture totale avec son mari. Mère au foyer bourgeoise, catholique pratiquante, Brigitte a d'abord fréquenté le groupe de prière d'Eliane Deschamps. Puis de fil en aiguille, elle a fini par quitter son mari pour emménager chez Eliane Deschamps. On aimait notre tyran, mais on ne savait pas que c'était un tyran parce qu'elle se faisait passer pour Dieu souvent. Elle était comme ça, elle était en extase. J'ai déjà touché, moi elle était comme ça. Elle se faisait passer pour le Christ? Ben oui. Le Christ réincarné en elle. Vous y croyez? Ben, comme des idiots. Comme des idiots. Elle a organisé beaucoup de choses et tout devait passer par elle. On n'avait pas le droit de parler les uns avec les autres. Si on parlait les uns avec les autres, immédiatement elle disait « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il y avait une atmosphère de peur de déplaire à Dieu et peur d'aller en enfer. Son mari, Pierre, ancien militaire, n'a lui jamais cru à ces apparitions. Déterminé, il cherche à récupérer sa femme. Pour Eliane Deschamps, il devient alors l'ennemi à abattre. Elle me dit « Tu vas quitter ton mari et tout. » Et ça, l'horreur de l'horreur de l'horreur. Je téléphone à Pierre et je lui dis « Je ne reviendrai pas. » Et j'ai entendu le hurlement de mon mari. Et malgré tout, j'ai accepté de ne pas revenir. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors là, c'est vraiment la fin des fins, parce que les convictions de Brigitte sont telles, elle a toujours été opposée viscéralement au divorce. Donc là, il y a un truc qui ne va pas, elle est vraiment sous suggestion totale. Brigitte divorce
Mais Pierre porte plainte et des gendarmes viennent interroger Eliane Deschamps. C'est alors que Brigitte décide de quitter le groupe de son plein gré. Depuis, les ex-époux se sont remariés. Eliane Deschamps croit-elle à ses visions ou serait-elle une manipulatrice? Magali Breu, 32 ans, est un ancien membre du groupe. Elle est surtout la fille d'Eliane Deschamps. Elle l'accuse de l'avoir obligée à vivre au sein de la communauté pendant 10 ans. D'après elle, sa mère a tout inventé, sciemment. Je pense sincèrement qu'elle n'y a jamais cru. Elle sait que ce qu'elle dit est faux. Et ça, j'en suis persuadée. Dans quel but? Elle n'a pas eu une enfance heureuse, elle n'a jamais vécu dans l'opulence. On a toujours eu des fins de mois très difficiles. Donc c'était un bon filon, si je peux dire ça comme ça, pour avoir ce qu'elle n'avait jamais eu. L'argent serait-il un mobile? Ses disciples lui verseraient un loyer 200 € environ et subviendraient à toutes ses dépenses. Mais le pavillon qu'ils habitent n'a rien d'ostentatoire. En fait, l'explication serait ailleurs. Maître Bosselu est l'avocat de 3 des 10 plaignants. Selon lui, Eliane Deschamps a simplement pris goût au fil du temps à cette domination sur les gens. Quand vous réunissez autour de vous des dizaines de personnes qui sont dans un état de transe en vous regardant et en vous vénérant, contestablement, je pense que c'est une satisfaction pour celui qui le vit. Et d'ailleurs, comme tous les gourous, elle se nourrit de cette jouissance-là qui est de constater le pouvoir qu'elle détient sur les adeptes. Des accusations rejetées en bloc par l'avocat d'Eliane Deschamps. Pour maître Didier Pascot, c'est un procès en sorcellerie qui est fait à sa cliente. Elle dit, moi, j'ai jamais abusé de qui que ce soit, je n'ai jamais essayé de tenir en suggestion, de mettre sous mon autorité telle ou telle personne. Et à partir du moment où elle a ces visions, elle pense qu'il est en quelque sorte de son devoir de les faire partager. Elle a une notion d'être investie, d'avoir été investie d'une mission. Eliane Deschamps reste présumée innocente jusqu'à une éventuelle condamnation. Témoignez pour mon fils Jésus. Pour abus de faiblesse, elle encourt 5 ans de prison et 750 000 € d'amende. Angélique a tout perdu. Son travail de coiffeuse, ses économies et sa sérénité. Elle préfère témoigner anonymement. Ses ennuis ont commencé en 2005. Malheureuse depuis sa séparation d'avec son mari, Angélique rêve de recoller les morceaux. Elle entend parler d'une voyante qui aurait de mystérieux pouvoirs. Elle s'appelle Mélite. Rendez-vous est pris chez elle un soir. À sa grande surprise, Angélique se retrouve en compagnie de 150 personnes. On était là toute la nuit, en fait, jusqu'au petit matin. C'est tout un rituel, il y a plein de choses. Des chants au départ, des prières au départ. Et à ce moment-là, la dame rentrait la dernière. Elle changeait de voix, comme si elle était un homme, elle fumait. Et elle pouvait vraiment entrer dans un mot pour crier, même pour peut-être vous taper si vous intervenez. Selon Angélique, la cérémonie va tourner à la boucherie quand la voyante sacrifie des animaux vivants, des poules ou des chèvres. Il y avait toute une cérémonie sur la bête avant et après, elle coupait la tête, au fait. Et les poules, elle coupait comme ça, avec ses mains, en fait. Elle passait les coups Voilà. Oui. Et comment elle coupait la tête des chèvres? Avec un sabre. Il y avait des adeptes qui tenaient et elle coupait la tête. Et donc elle récupérait tout le sang qu'elle aspergeait sur les gens, en fait. Et tout. Donc elle disait, avec ce sang-là, ça nettoyait, ça purifiait, et toutes ces choses-là. Ça m'a traumatisée. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit quand même, ça, je ferme mes yeux sur les sacrifices de bêtes, ça va marcher. Angélique ne le comprend pas tout de suite,
Mais ce type de cérémonie est inspiré du culte vaudou. Une religion née en Afrique au XVIIe siècle, pratiquée aujourd'hui en Haïti ou aux Antilles françaises. Des animaux sont sacrifiés pour demander l'aide des dieux. Si le vaudou n'est pas interdit en France, les actes de cruauté sur animaux sont punis de 2 ans d'emprisonnement. Persuadée des pouvoirs de la prêtresse, Angélique va assister à ces cérémonies pendant 3 ans. Elles coûtent 2000 € à chaque fois. Et à force de nuits blanches, 1 à 2 fois par semaine, Angélique, épuisée, n'a plus la force de se rendre au travail. Elle perd son emploi. Son mari, lui, n'est jamais revenu. En 2009, elle porte plainte, tout comme 13 autres personnes. Mélite est arrêtée, comme son mari, qui l'aurait assisté lors des cérémonies, ainsi que leurs 2 filles jumelles, qui auraient participé au rite en traduisant pour les adeptes le mystérieux langage de leur mère lorsqu'elle était en transe. Toute la famille est mise en examen pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables et actes de cruauté sur animaux. Les cérémonies se seraient déroulées dans ce petit pavillon de la région parisienne. C'est là que vit la famille. Mélite, 55 ans à l'époque des faits, est née en Guadeloupe et se présente comme assistante sociale. Son mari, 55 ans lui aussi, se dit policier à la retraite. Leurs 2 filles ont 29 ans à l'époque. Elles vivent avec leurs parents et travaillent comme agents immobiliers. Tous sont parfaitement intégrés dans la vie locale. Mais en 2006, le maire est alerté par des voisins qui décrivent un étrange manège. Il y a eu un peu de réprobation dans le secteur pour des problèmes de bruit, de sortie de véhicules, de réunions nocturnes, tardives, etc., etc. De temps en temps, les riverains me disaient on a retrouvé un poulet. Hein, bon, voilà, mais sans plus, quoi, sans qu'il y ait une dramatisation extrême ou quoi que ce soit. Saisis de plusieurs plaintes, les gendarmes vont alors surveiller la maison et contacter des participants aux cérémonies pour en savoir plus. En mars 2009, ils décident de perquisitionner et découvrent un pavillon totalement dédié au culte du vaudou. Plusieurs pièces font office de temple. Il y a également un crâne humain servant pour les cérémonies, ainsi que des bijoux ou des bouteilles d'alcool, les offrandes des fidèles. Mais la plus grosse surprise va venir du patrimoine de la famille. Beaucoup d'argent liquide est retrouvé. Le couple est très riche pour des retraités. Il possède 40 comptes bancaires, plusieurs sociétés et 7 propriétés immobilières. Comme ce pavillon mitoyen de leur maison, construit pour les 2 sœurs jumelles. Un patrimoine évalué à plus de 2 millions d'euros par les gendarmes. En garde à vue, Mélite aurait reconnu être une prêtresse vaudou. Elle dit avoir été formée en Haïti et affirmerait intervenir à la manière d'un psychiatre ou d'un avocat, contre rémunération, mais sans aucune contrainte. La justice décide pourtant de placer la famille en détention. Elle la soupçonne de diriger une secte et d'avoir abusé de l'état de faiblesse des adeptes pour leur soutirer de l'argent. Isabelle, ancien cadre dirigeant, aurait fréquenté le temple chaque semaine pendant presque 10 ans. Au départ, c'était pour ses problèmes de couple, mais selon elle, la prêtresse proposait son aide dans tous les domaines. Les cérémonies coûtaient de 2 à 10 000 euros à chaque fois. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'il fallait qu'on y retourne pour telle ou telle situation. C'était la protection, la réussite, le travail. Il fallait faire des emprunts, donc forcément, les emprunts, on en fait un, on en fait deux, et puis après, au bout d'un moment, il faut rembourser, quoi. Donc,
Voilà, puis au bout d'un moment, on est tellement engloutis que moi, j'ai fini à la Banque de France. Isabelle aurait dépensé 100 000 € en 10 ans avant de se retrouver interdit bancaire. Elle a vendu sa maison et rembourse encore des emprunts 6 ans après avoir quitté la communauté. Elle a le sentiment d'avoir été embrigadée par la prêtresse. Déjà, elle veut qu'on l'appelle maman. J'avais confiance parce que j'avais tellement de problèmes que je me suis dit, voilà, si elle dit qu'elle peut m'aider, pourquoi pas. S'il y a tous ces gens-là, c'est qu'ils lui font confiance en même temps. On est dans la communauté, donc on est emporté par cet élan. Hein. Isabelle a porté plainte. Dans le cadre de l'enquête, un psychiatre l'a examinée et a estimé qu'elle était en état de dépendance à l'égard de la prêtresse. Cette dépendance serait même allée très loin, jusqu'à dicter la vie intime des adeptes. C'est le cas de Roselyne. Arrivée à l'âge de 20 ans avec ses parents, elle a passé 18 ans dans ce groupe très structuré que les fidèles nommaient la société. Les adeptes pouvaient progresser dans la hiérarchie. Roselyne est devenue un pilier du mouvement après avoir participé à la cérémonie la plus exigeante, l'initiation couchée. Et une initiation couchée, c'est le haut de la hiérarchie. Et là, vous êtes isolé pendant 3 jours dans une pièce. Et on s'occupe de vous, on vous donne à manger, on vous purifie avec du sang animal, on vous chouchoute en quelque sorte. Et vous ressortez au bout de 3 jours dans une tenue de cérémonie, une très belle tenue que nous achetions. Et vous êtes en quelque sorte fêté et puis célébré par le reste de la société. Mais cette heure de gloire n'aurait pas duré. Totalement sous emprise, Roselyne serait devenue la bonne à tout faire de la famille. Elle nettoie gratuitement les diverses propriétés 3 fois par semaine. Et un jour, la prêtresse lui aurait même demandé d'épouser un adepte, ce qu'elle aurait fait contre son gré. Vous avez vécu combien de temps avec cette personne? 7 ans quand même. 7 ans, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu la quitter et elle m'a dit si tu le quittes, tu vas voir. Ça a été des menaces, quoi. Donc tu vas mourir. Et vous croyiez en ses pouvoirs à l'époque? Oui, quand même. Ouais. Enfin, on avait peur, quoi. Roselyne ne divorcera qu'après l'arrestation de la famille. Elle a porté plainte et attend l'ouverture du procès. Pour maître Frédéric Aguillon, qui défend 7 des 13 plaignants, cette communauté aurait toutes les caractéristiques d'une secte. Sous couvert de vaudou, on est justement dans le cadre d'une dérive sectaire avec des gens en état de faiblesse dont on abuse et qui vont, sous l'emprise, perdre leur libre arbitre, se consacrer entièrement au mouvement, se fermer au monde extérieur. Incarcérée pendant 4 mois en 2009, la famille est aujourd'hui libre dans l'attente de son procès. Nous avons essayé de rencontrer Mélite. Bonjour, madame. Non. Bah si, madame. Ça, il est... Non. Si, je vous reconnais. Paul Labrosse, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Je ne veux pas vous voir. J'en ai pour 2 minutes. La prêtresse se fait discrète. Son mari est à peine plus loquace. Bonjour, monsieur. Non, mais quel est votre problème? C'est pas un problème, c'est juste qu'en fait, on est journalistes, on fait un reportage. Non, mais pour le moment, je parle de rien du tout. Est-ce que vous êtes accusé quand même d'être une secte? Mais j'en ai rien à foutre. Mais oui, mais je ne suis pas au courant. Mais oui, mais justement, vous pourriez vous défendre. L'une des filles du couple n'en dira pas beaucoup plus. Est-ce qu'on peut vous demander juste ce que vous répondez aux accusations de dérive sectaire? Vous avez été en contact avec notre avocat? Mais oui, on l'a fait. Merci. Et merci de suivre les instructions. Mais vous en pensez quoi? Vous pouvez nous dire? L'avocat de la famille a refusé nos demandes d'interview. Il conteste tout abus de faiblesse et précise que ses clients réservent leurs déclarations au juge. Discret sur leur mise en examen,
Les membres de la famille ont pourtant une vie publique très riche dans le Val d'Oise. Mélite s'investit dans les associations des Français d'outre-mer et se montre volontiers sur les réseaux sociaux. Ces deux filles militent activement au Parti socialiste local et aiment se faire prendre en photo aux côtés de personnalités de gauche, comme la députée Cécile Duflot ou Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France. Elle ne rate pas une réunion, comme ce 8 juin dernier. Salut. Claude Barthelone vient rencontrer les militants socialistes du département. Le président de l'Assemblée nationale est en campagne pour les élections régionales en Île-de-France. 150 personnes sont réunies devant le local du parti pour l'accueillir. Les deux sœurs, elles, sont à l'intérieur, comme on le voit ici. Elles n'ont rien dit de leur mise en examen aux autres militants. Beaucoup ne connaissent d'elles que leur engagement. Je connais, mais les demoiselles... Les deux jumelles. Les deux jumelles. On les voit souvent, elles. Oui. Elles sont au Conseil fédéral et donc elles sont là en permanence, elles travaillent. Elles sont assez investies quand même. Ce sont de bonnes militantes, hein, c'est tout ce que je peux vous dire, des gens très agréables a priori. Alors on y va en rentre. Seul Rachid Temal, le responsable local du PS, reconnaît être au courant des démêlés des deux sœurs. Ce qui semble une affaire privée, de ce que j'ai pu découvrir dans la presse, n'a rien à voir avec le Parti socialiste. On ne peut pas associer le Parti socialiste à ce fait divers-là. Et je souhaite vraiment que les choses soient claires. On réussit à rentrer au bout... Aujourd'hui, ces militantes assidues ne sont plus tout à fait en odeur de sainteté. Bonjour. Toi, je te dis Quand pas Claude bonjour. Barthelone fait son entrée, plusieurs personnes se placent devant les jumelles, qui restent en retrait. Un homme glisse quelques mots à l'oreille du candidat, D'accord. qui fait demi-tour et n'ira pas les saluer. Allez-y. Merci. De peur de nous croiser, les deux sœurs s'enfuient. Après leur départ, Rachid Temal nous annoncera leur exclusion du Parti socialiste. Le procès de la famille devrait s'ouvrir au début de l'année prochaine. Tous les quatre risquent 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Alors, je vais vous montrer. Cet album photo est le dernier lien entre Jacqueline et son fils unique. Voilà. Regardez le visage qu'il a, le sourire qu'il a. C'est un gamin qui va bien. Puis la maman aussi. Hein? Le souvenir d'une vie heureuse qui s'est arrêtée il y a 3 ans. Le jeune homme de 25 ans, alors étudiant en informatique, quitte l'appartement familial du jour au lendemain. Je m'inquiète pour lui. Voilà, c'est de l'inquiétude d'une maman qui se dit qu'est-ce que mon fils devient? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette coupure? Selon Jacqueline, 68 ans, son fils aurait été enrôlé dans une secte. Elle n'a plus aucun contact avec lui, sauf quelques échanges de mails 3 fois par an, pour son anniversaire, sa fête et Noël. J'espère que tu n'es pas malheureux dans ta vie personnelle. Si tu as besoin de soutien, tu peux compter sur ta mère, tu le sais, quelle que soit ta situation. Je t'embrasse fort, je t'aime, je t'aimerai toujours, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Mais ces mots tendres sont toujours balayés par des insultes en retour. Allez, bon vent la folle, il me dit, mais attention, à jouer avec le feu, on se brûle. Pour moi, mon gamin, il est manipulé. Ça fait 3 ans qu'il vit dans un autre monde et qu'il a un comportement qui n'est pas le sien. Voilà. Parce qu'il est entouré de gens qui l'empêchent de penser par lui-même et qui lui bourrent le crâne de je ne sais quoi. Hein? Voilà. Son fils unique aurait rejoint un groupe baptisé les Guerriers de Lumière. Son leader, Élisée Adé, 48 ans, est soupçonné par la justice d'être à la tête d'une secte. Il aurait constitué un groupe, toujours en activité aujourd'hui, d'une 20aine d'hommes et de femmes, la plupart jeunes et éduqués. Il leur aurait fait croire qu'ils étaient des élus choisis pour sauver le monde et leur aurait soutiré de l'argent. Tout commence en 2001, dans le 19e arrondissement de Paris.
Devant la halle de la Villette, Élisée Adé, fort de 15 ans d'expérience dans le kung-fu, dispense des cours gratuits. Le voici, en kimono jaune. Il propose aux badauds des entraînements professionnels et très physiques, comme on le voit sur cette vidéo promotionnelle. De 3 personnes au début, il se retrouve vite une dizaine. C'est là que la communauté serait née. Léo a démarré les cours de kung-fu en 2005. Il les a suivis pendant 10 ans. Aujourd'hui, il a quitté le groupe. Selon lui, ces leçons dispensées gratuitement par Élisée Adé n'avaient rien de charitable. Il a eu besoin du kung-fu et des arts martiaux en extérieur pour pouvoir ramener des personnes et ensuite, au sein de ces personnes, choisir celles qui avaient plus ou moins de failles afin de les recruter pour ses propres projets. Selon Léo, Élisée Adé propose à ses élèves les plus influençables et au passé difficile de participer à des réunions de groupe baptisées cercles d'éveil. Léo en fait partie. Quand il rencontre le professeur de kung-fu à 23 ans, il vient de passer 10 ans en foyer suite à des violences familiales. Tous les week-ends, il se rend avec une vingtaine de membres dans une salle de ce petit théâtre. Pendant 4 heures, Élisée Adé leur répète qu'une société secrète est en passe de détruire le monde et que seuls peuvent le sauver. Toutes les séances sont enregistrées par le groupe. Depuis le XVIIIe siècle, tous les événements majeurs qui se sont produits dans le monde sont orchestrés par des Illuminati. Si on n'est pas capable de bloquer ces fous, eh bien on va aller vers une destruction totale de l'humanité en fait. Du monde, et il restera que quelques personnes. J'ai les clés qui permettent de libérer les autres. Il faut vraiment comprendre que chacun de nous vient accomplir quelque chose d'extraordinaire, qu'il n'y a pas de hasard. Votre vie, en fait, elle a été choisie et décidée par les entités célestes bien avant que vous veniez. Ce qu'il nous disait, c'était qu'il allait y avoir une nouvelle guerre mondiale, la 3e guerre mondiale. Donc il nous y préparait, qu'on était vraiment dans un état de peur quasi permanent vis-à-vis de l'extérieur, et on allait reconstruire et soigner les personnes qui allaient être détruites par la guerre. Voilà quel était notre rôle. Nous étions des guérisseurs, mais en même temps, on savait se battre. Donc on était des guerriers guérisseurs. Élisée Adé aurait convaincu son auditoire de cette mission divine. Et pour ceux qui s'écartent du chemin, il se serait montré très menaçant. Anne, 37 ans, en aurait fait l'expérience. Elle a participé à une quinzaine de réunions, au cours desquelles, elle seule, osait publiquement se montrer critique. Ça, je me souviens que c'était assez drôle, parce que je me disais quand même, la naïveté, elle est forte. Qu'il arrive à leur dire, on est le groupe d'élus, on va faire des choses à échelle internationale, mondiale. Je disais, ah bah dis donc, quelle chance, on est les élus, tout le monde habite à Paris. Vraiment, je me disais, mais enfin, il faut quand même pas être sorti de Polytechnique pour comprendre ce qui se passe. Anne décide de quitter le groupe. Pour la faire revenir, le professeur de kung-fu aurait cherché à l'humilier au téléphone. Une conversation tenue devant les membres du groupe et enregistrée. Si tu veux pas mourir malheureux, tu sais ce que tu as à faire. Accepte la vérité sur toi. Faut que tu acceptes de voir que tu es pétri de peur, faut que tu acceptes de voir que tu es pétri d'orgueil. Si aujourd'hui à ton âge, tu es encore toute seule, c'est pas par hasard. Si aujourd'hui à ton âge, t'as pas d'amis, c'est pas par hasard. Tu peux aujourd'hui, ta vie sera pourrie. Malgré les menaces, Anne ne voit en Élisée Adé qu'un illuminé. Elle ne porte pas plainte. D'autres vont finir par alerter la police. Mais paradoxalement, ce n'est pas pour dénoncer les prêches du professeur de kung-fu au théâtre, mais pour une histoire d'argent. En 2006, Élisée Adé lance un magazine à l'échelle nationale, Psychique, pour faire connaître son savoir. On y parle philosophie, sexe et surnaturel. Qu'est-ce qui va vous différencier des autres magazines? La femme d'Élisée Adé, qui participe également au cercle d'éveil,
assure la promotion sur les plateaux de télévision. En fait, tant qu'on s'aime pas, on peut pas bien aimer les autres et donc réussir sa vie. Et le but, en fait, c'est de fournir des outils pour que chacun puisse être indépendant dans sa prise en charge, etc. On n'est pas obligé d'aller voir un psychologue pour se sentir bien. Pour financer son magazine, il se serait tourné vers les membres de son groupe. Eddie a participé pendant 11 ans à la vie de cette communauté. Aujourd'hui, il souhaite rester anonyme. Pour le magazine, devant tous les membres, il aurait donné un chèque de 10 000 € à Élysée Adé, soit 5 mois de salaire. En retour, il pensait être actionnaire du magazine. Il s'incline, il le prend à deux mains avec beaucoup de cérémonie et il me regarde droit dans les yeux. Je te dois beaucoup, merci Eddie, on va faire des grandes choses ensemble. À l'époque, j'étais dans la confiance. Je n'ai pas vu les statuts de la société, je n'ai même pas eu de reconnaissance de dette. Émettre la moindre réserve, demander la moindre explication, c'est déjà en soi et par avance prendre le chemin de la porte. Le magazine fait un flop. Eddie demande alors à récupérer sa participation. Il a l'impression qu'Élysée Adé cherche à gagner du temps. Ce dernier lui aurait promis qu'il allait créer d'autres sociétés et que tous allaient gagner beaucoup d'argent. Eddie reste encore 5 ans, mais rien ne se passe. Il décide de porter plainte. En octobre 2012, dans ses bureaux, il raconte aux policiers son investissement perdu, mais aussi les réunions au théâtre. Les enquêteurs se demandent alors s'ils ne sont pas face à un groupe sectaire. Ils alertent la CAIMAD, un service spécialisé dans ces dérives, qui va aller de surprise en surprise. Élysée Adé est marié et père de 3 enfants. Il vit dans cette cité du 19e arrondissement de Paris. Les enquêteurs découvrent que cet ancien concepteur de jeux vidéo s'est reconverti en thérapeute. Il gagne 2 000 € par mois, de l'argent qui proviendrait uniquement des membres du groupe. Les policiers entendent Eddie, Léo et Liliane, elle aussi sortie de la communauté aujourd'hui. En fait, je ne sais pas ce qui est le plus violent, si c'est ce qu'on vit dedans, si c'est ce qui se passe après. Ils racontent tous la même histoire. Élysée Adé leur aurait proposé de régler leurs soucis personnels en les prenant une fois par semaine en thérapie individuelle. Des séances d'1 heure payantes 50 €. Liliane, 60 ans, est fumeuse. Élysée Adé lui aurait promis de la faire arrêter. Je me dis, je peux tenter, parce que j'avais déjà essayé quasiment toutes les méthodes. Donc je lui ai fait confiance sur la foi de ce que me disaient les autres, en me disant, bon, bah voilà, c'est peut-être enfin la solution. Puis, en fait, c'était pas du tout la solution. On parlait jamais de ça, en fait. Il partait dans des élucubrations de ses vies antérieures, de ses pouvoirs magiques. C'était un dieu, entre guillemets. Aujourd'hui, Liliane fume toujours. La thérapie, qui a duré 2 ans, n'a pas fonctionné sur elle et lui aurait coûté 3 000 €. Tous 3 estiment avoir été manipulés et escroqués. Les enquêteurs découvrent qu'en plus des thérapies individuelles, le gourou présumé dispenserait des séances à caractère sexuel aux femmes du groupe. Est-ce une nouvelle façon de renforcer son emprise? Sur cette photo, les 14 femmes qui auraient suivi ces thérapies. Elles sont toutes convoquées par les enquêteurs. Elles racontent qu'Élysée Adé pratiquerait sur le canapé de son salon des cours de masturbation. Une ancienne membre du groupe a accepté de nous parler, mais uniquement au téléphone. Élysée Adé aurait réussi à faire croire à ces femmes qu'elles étaient élues pour ces séances de sexe. Ce qu'il m'expliquait, c'est que nous, les femmes, on s'aime pas, on se valorise pas, et que quand on a un orgasme, là au moins on se connaît et on voit qu'on est forte. Il y avait un côté, j'ai de la chance, j'ai été choisie pour aller en thérapie avec lui parce qu'il ne prenait pas n'importe qui. En fait, on pouvait assister à sa séance que par bouche-oreille, donc il y a un côté exclusif. Donc j'étais complètement flattée, moi qui me trouvais moche, grosse, au bout du rouleau, je me sous-estimais. Et donc là, tout d'un coup, quelqu'un m'estime. En octobre 2015, les enquêteurs placent Élysée Adé en garde à vue. Face à eux, il se défend de toute manipulation. Ce qui compte pour moi, c'est la liberté, le libre arbitre de chacun.
Je ne suis pas celui qui veut imposer son avis. J'ouvre des portes, libre à chacun de les emprunter. Aucune charge d'agression sexuelle n'est retenue, car aucune femme du groupe ne porte plainte. Le gourou présumé est mis en examen pour abus frauduleux d'état de faiblesse. Un chef d'accusation spécialement créé pour lutter contre les sectes. Il est laissé libre. Les membres contestent encore aujourd'hui être sous emprise. Ils ont accepté de nous rencontrer. Ils continuent même à gérer la dernière société montée par Élysée Adé, Invisible Light, la lumière invisible. Et je te passerai la ceinture aussi. Sur leur garde, les membres nous filment dès notre entrée dans les locaux, tout en gardant le sourire. Il n'y a aucune agressivité. Ils ont tous participé au financement de la société, à hauteur de 219 000 €. Le but, c'est de réaliser des vêtements qu'on va porter sur scène quand on va faire nos conférences. Des conférences sur le bien-être féminin, qu'elles ont l'intention de donner dans le monde entier. Un concept inventé par Élysée Adé lui-même. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de tabou. Pour être bien, en fait, on parle de tout. Donc on parle d'alimentation, on parle de sexe, on parle de communication, on parle d'entreprise, en fait, on parle de tous les thèmes. Pour le moment, elles ne se versent aucun salaire, vivent de petits boulots et de minima sociaux. Élysée Adé n'a plus le droit d'approcher les membres de sa communauté. Réunion d'équipe. La justice les a placés contre leur gré sur la liste des victimes, car les magistrats considèrent que ces femmes sont toujours sous son emprise. Qui mieux que nous peut décider ce qui nous fait du mal? Moi, j'ai juste envie de leur dire ça. Est-ce qu'il nous fait du bien? Ouais. Voilà, ça nous fait pas du mal, ça nous fait du bien. On ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Élysée Adé leur a donné le titre de Fox, les initiales en anglais de femme experte en orgasme, une récompense obtenue après des mois de thérapie sexuelle, qu'elles assument. Où est le problème? Où est l'infraction? Où est l'illégalité? Il y a des gens qui font des choses sexuelles tellement pires que nous et qui n'ont aucun problème avec la justice parce que c'est parfaitement légal. Entre personnes consentantes, il n'y a aucun problème. Déjà, tout le monde n'était pas nu. Depuis sa mise en examen, Élysée Adé n'a plus le droit d'exercer son métier de conseiller thérapeute. Il a refusé de répondre à nos questions. Mais par le biais de son avocat, il réfute toute dérive sectaire et toute escroquerie. Monsieur Adé a travaillé, il a été rémunéré en contrepartie, il a un statut auto-entrepreneur, il n'a pas de difficulté dans le cadre de ses impôts, au regard du fisc, que 2 personnes sur X personnes considèrent avoir été aujourd'hui flouées parce que finalement l'impact escompté n'a pas été au rendez-vous. Très bien, mais j'en prends note. Maître Collat souligne aussi que tous les membres de ce groupe sont libres de leur mouvement. Mais pour Rodolphe Bosselu, l'avocat des victimes présumées, l'emprise du maître sur ses élèves est bien réelle. La secte, c'est pas la séquestration physique. La secte, c'est le fait de porter en soi sa propre prison. Vous avez des barreaux dans la tête, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'un conditionnement est intervenu. Rien ne se fait au quotidien sans l'aval, sans le consentement du chef. Dans ce cas, comme dans tous les dossiers de dérive sectaire, le plus difficile sera de déterminer si oui ou non il y a eu emprise. S'il est jugé, Élysée Adé encourt 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. En Ardèche, les vieux démons qui hantaient le paisible village de Saint-Martin de Valamas se sont réveillés. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui s'est passé? Ça ne me regarde pas. Les uns s'occupent de leurs chiens, les autres de leurs cochons. Oui. Il y a 4 mois, un grave accident de chasse a opposé 2 habitants de la vallée à un membre d'une communauté qui suscite crainte et fantasmes depuis près de 50 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette communauté? Ah, je pourrais rien dire là-dessus. Non, non. Vous y êtes déjà allé, vous? Non, non. Voilà, ce sera tout. Merci. Ils veulent vivre en autarcie et ils veulent pas trop qu'on aille les déranger, quoi. On les voit pas souvent ici. On peut aller se promener là-bas aujourd'hui? On peut y aller. J'ai entendu dire qu'on pouvait y aller.
Mais si on peut éviter, il faut pas chercher la merde à eau. Cette communauté, les Longomailles, vit à l'écart, dans ce hameau. Une coopérative agricole d'une vingtaine de personnes au mode de vie alternatif, qui traîne un lourd passé. En 1977, son fondateur, Pierre Conti, tue un gendarme et 2 civils en marge d'un braquage de banque. Pour la presse de l'époque, le hippie devient le tueur fou de l'Ardèche. Condamné à mort par contumace, Pierre Conti s'est volatilisé et fait depuis l'objet d'un mandat d'arrêt. Son fils, Manuel, qui avait 4 ans à l'époque, vit toujours dans la vallée. C'est lui qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire dans laquelle il est poursuivi pour violence et pour la mort de 7 chiens. Le 16 décembre dernier, c'est partout là où on chasse. Boris monte sur les hauteurs avec 14 autres chasseurs pour une battue au sanglier. Voilà, là, on est arrivé là. De septembre à janvier, ils ont l'autorisation d'aller chasser sur ce vaste territoire qui jouxte le hameau des Longomailles. Toutes les montagnes que vous voyez autour, là, toute la crête d'en face, là-bas au loin, là, et là, ici, jusque là où on vient, c'est tout notre territoire de chasse, en fait. Ce jour-là, un gibier entraîne les 8 chiens dans sa course folle. Les chasseurs assurent avoir été dépassés. Le sanglier est sorti de l'enceinte de chasse, quoi, là où il y a le petit pré, là qu'on voit en long avec les 3 arbres. Et là, il se trouve qu'il n'y avait personne. Et du coup, on n'a pas pu arrêter les chiens tout de suite. J'étais 200 mètres dessous, dans le trou, si vous voulez. Et le temps que je remonte, eh j'ai mis 7-8 minutes, quoi, le temps de remonter. Et après, j'ai pris ma voiture, je suis allé là-bas. Et pour aller là-bas, de là, il me faut allez, maximum 10 minutes. Mais trop tard. Les chiens sont déjà arrivés sur le terrain voisin, celui des Longomailles. Ils sont un peu stressés maintenant. Alors on a des cochons roses et des cochons noirs. Les noirs, c'est des Mangalisas croisés du Roc, une variété soi-disant meilleure, surtout plus grasse. À ce moment-là, Manuel et Sandra sont en train de couper du bois non loin de l'enclos. Donc on arrive, il y a déjà des cochons couchés dans les épines. Les chiens attaquent leurs cochons. Et t'as les chiens qui font ah et les cochons qui hurlent. C'est vraiment scène d'horreur. Donc on essaie de rentrer dans le buisson. Moi je prends des cailloux, je jette des gros cailloux. Vous voyez, il y en a dans les buissons. J'en ai balancé des chiens comme ça. J'ai réussi à en choper un que j'ai balancé. Mais le problème c'est qu'à un moment donné, en fait ils s'en foutent les chiens. En plus ils sont robustes. Mais ils sont dans leur truc, ils sont dans leur trac. Ce qu'on comprend pas, c'est qu'on gueule comme des veaux quand même. Les chiens s'en foutent complètement. Ils n'obéissent pas du tout à l'ordre de l'homme. Moi j'ai appelé à l'aide, désespérément. Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de chasseur derrière ces chiens. Je ne comprenais pas. C'est tout ce temps qui est passé sans qu'il y ait aucun chasseur qui pointe le bout de son nez. Ça dure combien de temps à peu près? Je pense une demi-heure. Manuel affirme qu'il remonte alors au hameau, à 400 mètres de là, pour récupérer une vieille carabine. J'ai tiré en l'air, j'ai tiré par terre pour effrayer les chiens. Ça marchait pas. C'est-à-dire ça marchait pas? Ça n'a rien fait du tout. Ça les a rendus encore plus hargneux. Et puis ça marche pas. Je tue 2 chiens qui étaient vraiment en train d'éclater un cochon. Et là j'ai rechargé. Et puis j'en ai tué encore 2 autres. Ça je suis sûr. Et là ça s'est calmé. Les chiens sont partis. Voilà. Et là, les chiens, en fait, ils reviennent. Et 2 chiens qui reviennent et direct qui rattaquent les cochons. Et ceux-là, je les ai tués aussi. Et moi, je suis pas fier d'avoir tué des chiens. Je veux dire, c'est pas quelque chose. Je suis pas en train de faire le malin avec ça. Hein. C'est traumatisant. Pour moi, les gens qu'on déconne, c'est les chasseurs. Et en plus, ils auraient dû être là pour les arrêter. C'est les seuls qui étaient capables de les arrêter. Voilà. Nous, on se met en danger. Nos bêtes sont en danger. Et ben, on réagit comme on peut, en fait, avec les moyens qu'on a à ce moment-là. J'ai jamais vu une scène pareille. C'était l'horreur. Putain. Boris, le chasseur, découvre la scène en arrivant sur les lieux quelques minutes plus tard. Il filme les corps sans vie des chiens, éparpillés sur une dizaine de mètres. Sublime. Avec un autre chasseur, Benoît, il se retrouve face à Manuel. Je me suis retourné vers le monsieur qui avait fait ça et je lui ai dit, quand même, avant d'en arriver là, on peut parler quand même.
Et avec son bâton, il me tendait son bâton et il me disait « Toi, t'as qu'une chose à faire, c'est ferme ta gueule, ferme ta gueule. » Après, il m'a porté un coup là, à la cuisse et un coup sur le bras. Je ne l'ai pas tapé, je ne l'ai pas touché, rien. Après, moi, ça s'est bousculé, tout ça. Et c'est le choc qui m'a fait bien réagir, je pense. Moi, j'ai pensé à mes enfants, j'ai dit, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, on est chasseurs, on a des armes dans les voitures, les armes sont restées dans les voitures, on n'a pas sorti d'armes, on ne les a pas agressées. Dans les jours qui suivent, la tension s'empare du village. Sur la route qui mène à la ferme des Longomailles, des tags apparaissent. La communauté reçoit aussi des dizaines de menaces par mail, par téléphone et sur les réseaux sociaux. C'est un assassin, faut l'accrocher à un arbre. Tous en ligne et feu. Œil pour œil, dent pour dent. Jamais très loin, l'ombre de leur passé. Vous êtes restés les mêmes monstres que Pierre Conti. Ce jour-là, Boris a perdu 3 chiens. Benoît, 4. Les chasseurs décident de porter plainte contre Manuel. Là, c'est Saya et Popeye. 2 de mes chiens qui se sont fait assassiner. Ça, c'était lors d'une fin de battue. Je m'étais assis avec eux sur un chemin. C'est toute ma vie. Je vivais pour eux, j'avais travaillé pour eux, de toute façon. Ils méritaient pas ça, quoi. Sur disant qu'ils ont tiré en l'air pour stopper les chiens ont dû se stopper, ça c'est clair net. On les connaît par cœur, les chiens. Alors là, apparemment, ils ont tiré, je sais pas combien de coups en l'air pour essayer de les séparer, et les chiens n'ont pas lâché. Ça, c'est faux. Les chiens, ils devaient avoir peur. C'est impossible. Voilà, et un tueur, je peux le comprendre, il était énervé, les chiens avaient attrapé leur cochon, voilà, ça peut se comprendre encore. Mais de là à en tuer, en abattre 7, c'est une tuerie. Boris et Benoît en sont convaincus. Il s'agirait d'un règlement de compte après des années de tension. Les chasseurs revendiquant le droit de chasser, les Longomailles, le droit à la tranquillité. C'est des chiens qui sont super gentils. Plusieurs fois, leurs chiens ont commis des incursions sur les terrains de la communauté. Quelques semaines plus tôt, Manuel aurait menacé les 2 chasseurs. Il a fait ce qu'il nous a toujours promis, parce qu'il nous a toujours promis qu'il allait tuer nos chiens. Quand on nous dit 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 1 an à l'avance, qu'on va nous tuer nos chiens, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont attendu le moins de faux pas de nos chiens pour avoir l'excuse de les tuer, les abattre. Alors, je sais qu'il y a eu des altercations, notamment avec Benoît. Le prévenir que ça risquait de mal finir, oui, certainement. Mais en tout cas, j'ai certainement pas employé les mots « tuer tes chiens ». Voilà. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Ça va mal finir. Pour moi, un jour, ils vont se prendre des tartes. C'est ça que ça veut dire. Parce que clairement, ils jouent au con avec leurs chiens dans nos troupeaux. Voilà. Et en plus, là, c'est moi. Mais je sais que celui qui s'occupe des moutons, par exemple, ici, il a vraiment la colère. Combien de fois il a dû chercher ses bêtes en courant Mais ça va, quoi. Et à la fin, on finit par modeler notre agriculture, notre élevage, parce qu'il y a une bande de zigotos qui ne tient pas ses chiens. Les Longomailles ne sont pas les seuls à se plaindre des chasseurs. Dans ce département qui en compte 10 000, la chasse, tradition immuable, est partout. Apiculteur et éleveur, Denis subirait lui aussi des incursions régulières sur son terrain. Les chiens et les sangliers traversent un peu partout, quoi, hein. Ils sont quand même souvent proches de la maison. Du coup, on se retrouve aussi souvent avec des meutes qui traversent la propriété, quoi. Ça arrive peut-être une bonne quinzaine de fois pendant la saison d'ouverture, quoi. On n'est jamais à l'abri d'un tir. D'une balle perdue. Ouais, d'une balle perdue, exactement, quoi. Donc du coup, c'est embêtant, quoi. C'est embêtant. C'est stressant parfois, ouais, c'est stressant. Et comment ça se passe, les rapports avec les chasseurs? Mais il y a toujours les 2-3% de gars qui font fi du règlement et puis voilà, qui se croient un peu au-dessus des choses et voilà, ils en abusent, quoi. Il y a eu des trucs graves quand même. Il y a 2 ans, ma fille a été mise en joue par un chasseur, par exemple. Avec mon fils qui était à côté. Avec 2 enfants qu'elle avait, ouais. Son fils et mon petit-fils. Elle était sur un chemin et la personne a braqué, soi-disant, un chevreuil derrière, mais bon, au milieu entre le chevreuil et lui, il y avait ma fille avec les enfants. C'est quand même très très grave. Alors bon, évidemment, nous on ne signale pas aux gendarmes parce qu'on n'a pas ce fonctionnement. Pourquoi on ne le fait pas? Simplement parce qu'on est pour un arrangement à l'amiable dans toutes les situations. Et puis il faut aussi voir comment ils réagissent. Toi, tu es là, tu viens d'avoir peur, tu viens de vivre une situation qui est compliquée, machin et tout. Eux, ils sont tous armés.
toi, tu es avec tes gamins ou toute seule en train de ramasser des champignons, tu te retrouves face à une dizaine de gus armés et en plus, ils te méprisent comme si tu étais rien, quoi. Et ça, à te parler mal, à rigoler, ah ben non, les accidents de chasse, ça n'existe qu'à la télé, t'es là, bon, en fait, ça va, tu vois. Et c'est ça, c'est infernal, c'est pas normal de vivre ça. Le procès de Manuel aura lieu le 19 novembre prochain. Au cœur des débats, une question. Le paysan était-il dans ce qu'on appelle en droit un état de nécessité? Autrement dit, a-t-il agi par légitime défense? Et je vais vous le dire, c'est un acte volontaire, délibéré, et qui n'est pas un acte de légitime défense. Pour tuer 7 chiens, il faut y mettre tout son cœur, beaucoup d'énergie, des gestes conscients. Ça nécessite du temps, et le temps passé à faire ça, à mon avis, a dépassé le temps de ce qu'on appelle en droit pénal l'état de nécessité. Moi, je vous dis, il y a un vrai acharnement sur ces animaux qui n'est pas acceptable. Si les 7 chiens, tels que cela nous est parfois évoqué, avaient eu une action qui était une action d'agression ou d'attaque, les cochons seraient morts. La situation, c'est, dans les minutes qui suivent, des cochons qui mangent tranquillement et des chiens qui sont allongés par terre, une balle dans la tête. Les chasseurs doivent contrôler leurs chiens, doivent conserver la maîtrise de leurs animaux, et le fait est que de façon objective, ils ont perdu totalement la maîtrise de ces animaux qui ont fini par s'en prendre à des cochons. Et donc on ne voit pas les raisons pour lesquelles on devrait passer sous silence cette réalité, comme on devrait passer sous silence le fait que vous avez aujourd'hui des cochons qui ont été blessés et vous en avez un qui a été euthanasié, et ça, la justice doit le prendre en considération. À entendre certains chasseurs, on a l'impression finalement que le droit de chasse est quasiment un droit absolu. À son tour, l'avocat de Manuel a porté plainte contre les chasseurs, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et atteintes involontaires à la vie des cochons. Son client risque 6 mois de prison, 7 500 € d'amende et plusieurs dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts. Bonne journée.